Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour Ludovore, nouveau menu crowdfunding, comme chaque semaine ou presque, il y a quelques petites exceptions de temps à autre. J'avais même mentionné récemment la possibilité d'une petite semaine ou deux de vacances quand le menu est un peu plus calme, quand il n'y a pas beaucoup de projets intéressants, mais finalement j'en ai pas vraiment besoin, donc on continue avec, encore une fois, mois d'août oblige, un programme assez peu chargé, soyons honnêtes. Vous le savez, fin juillet jusqu'à début septembre, c'est généralement assez peu chargé. Ce sera encore une fois le cas pour ce menu 148 maintenant 149, on est presque au 150. Je pourrais presque faire un numéro spécial, mais en même temps la flemme, et à la limite si vous avez des idées pour le 150, pour faire un truc un peu spécial, pourquoi pas. Mais non, a priori ce sera un numéro spécial. On fera un truc spécial pour les... ce sera un numéro normal. On fera un numéro un petit peu spécial pour les 200, peut-être avec un petit concours, je sais pas, on verra bien. Mais entre-temps, rien de particulier. Du coup, cette semaine, vous allez voir encore une fois, malheureusement, c'était déjà le cas depuis 2 semaines, me semble-t-il, il n'y aura pas de dessert. Il y en avait eu un il y a 2 semaines pour Cats of the Mont Saint-Michel, je crois. Je crois que c'était ça il y a 2 semaines. Il n'y en avait pas eu la semaine dernière, il y en aura à nouveau pas cette semaine. Et il y aura très peu de plats principaux également. Donc on va faire un menu, encore une fois, assez condensé, assez léger, assez hypocalorique, on verra bien. Du coup, on est parti, entrée plat, mais pas de dessert comme je vous l'ai dit aujourd'hui, même si la chaleur fait qu'on aimerait bien se taper une petite glace, bien évidemment. Allez, sur ce, on est parti. Aimez-vous trahir? Voilà, c'est une question un peu étrange, certes, mais si c'est le cas, si jamais parmi vous, il y en a qui aiment trahir, dans un contexte ludique bien évidemment, leurs amis, leurs parents, leurs petite amie, leur femme, que sais-je, leur mari. Éventuellement, ça pourrait être l'occasion de sortir 23 Knives, un jeu qui, comme son titre l'indique, vous plonge dans la Rome antique et l'assassinat de Jules César, les fameux 23 coups de couteau. Un petit jeu pour 3 à 8 joueurs dans lequel vous allez décider du destin justement de César, dans un jeu d'intrigue et de trahison. Pour l'instant, 237 contributeurs se sont réunis autour du projet. 13 jours avant la fin de la campagne, on est à 8300 € d'engrangés sur 13 500 environ nécessaires, donc ça galère un petit peu, mais ça doit pouvoir se faire malgré tout. C'est le second projet de Play to Z. Et derrière ça, il y avait eu Ascending Empires, il y a quelques mois de ça, environ un an, qu'on avait traité également dans le menu crowdfunding à l'époque, qui est plutôt pas mal marché sans faire un gros résultat pour autant. 788 contributeurs, c'était pas mal du tout. 23 Knives galère un petit peu plus, comme vous pouvez le voir. Mais ceci dit, si vous êtes amateur de ce type de jeu, on va dire un petit peu de trahison, de rôle un petit peu caché, de négociation, etc. Ça peut être assez sympa. Sachez que pour un jeu de ce type-là, de cette catégorie-là, ça peut potentiellement être un petit peu long, 60 minutes, et donc pour 14 ans et plus, et je répète encore une fois, 3 à 8 joueurs, malheureusement pas de version française, et vous allez voir qu'il y a quand même pas mal de textes sur certains pans du matériel, comme ici par exemple les cartes de citoyens. Pour le reste, le matos a l'air d'être relativement classique, rien de très extravagant, mais c'est plutôt quali malgré tout. Mais effectivement, si vous n'êtes pas trop amateur ou ami avec la langue de Shakespeare, il y aura peut-être quelques difficultés de ci, de là. Le pledge, 35$, c'est le pledge de base pour 23 Knives. On peut aussi ajouter là-dessus des pièces de métal plutôt que les pièces de carton pour 10$ supplémentaires. Et ma foi, c'est après tout. Pour ce qui est de votre liberté d'action, de la façon de jouer à ce jeu-là, eh bien on va chaque tour se déplacer avec son petit meeple de député Rome sur le plateau central. Chaque emplacement va vous permettre de faire telle ou telle action. Il y aura le forum, les jardins, le temple, la rivière du Tibre et les bains publics. Et donc dans chaque quartier, vous allez pouvoir établir une action différente et donc ainsi pouvoir jouer de votre influence, trahir, tisser des liens de collaboration avec vos adversaires potentiels sur le long terme, mais amis momentanés on va dire. Voilà, un jeu relativement classique dans ce qu'il semble vouloir proposer, mais avec certainement quelques petits twists qui le rendent suffisamment intéressant. En tout cas, les quelques commentaires qu'on voit de ces deux-là sont plutôt positifs. Voilà donc pour ce qui est de 23 Knives, 240 contributeurs, 13 jours avant la fin de la campagne.
On enchaîne avec The Lady and the Tiger Dragon's Flight. Pour l'instant, 226 contributeurs, 16 jours avant la fin de la campagne, près de 7000 € d'engrangés. Ça devrait donc pouvoir aller chercher les 9000 €, qui est donc le seuil de financement nécessaire pour cette campagne. Vous connaissez peut-être The Lady and the Tiger, puisqu'il y avait déjà eu, je crois, une campagne de ce nom. Là, en fait, c'est une sorte de standalone extension qui s'appelle Dragon's Flight, mais c'est pas la première itération dans cet univers-ci. Mes souvenirs sont bons en tout cas, à moins que je ne me gourre au final. Jabberwocky, Village Village, Hidden Panda. Ah, je me trompe peut-être, ou alors il est... Non, c'était ici, voilà, ok. The Lady and the Tiger. Oh, du coup, ça remonte, il y a eu quand même beaucoup de campagnes entre-temps. The Lady and the Tiger, ça remonte à quand exactement? Ce projet qui est donc porté par Bluebird Entertainment, qu'on a vu récemment à plusieurs reprises d'ailleurs pour Village Pillage, qu'on avait vu aussi pour Cracking the Cryptic, Fog of War, que j'avais backé à l'époque. Qu'est-ce qu'on avait vu d'autre aussi? Ouais, Robotopia qui avait malheureusement annulé, alors que c'est certainement un des plus ambitieux de l'éditeur. On a eu Sunshine City, un peu PNP, qui avait l'air sympa. Et donc, The Lady and the Tiger, première édition, 2720 contributeurs quand même à l'époque, c'était un beau succès. Et c'était donc en 2017, waouh, ça remonte, ça fait 7 ans quand même, ça fait 7 ans qu'ils avaient sorti The Lady and the Tiger à une époque où le financement participatif n'était pas aussi développé qu'aujourd'hui, et pourtant 2700 contributeurs s'étaient massés sur le projet. Du coup, vous allez voir très clairement, on est loin des temps de passage de la campagne initiale, puisque à l'heure actuelle, après 5 jours de campagne, on est à 226 contributeurs. Comment vous dire que ce début de campagne se passe pas forcément hyper bien. Ils ont un petit peu pris une patate de forain au niveau de la jugulaire, il faut être un petit peu honnête. 226 contributeurs, 7000 € d'engrangés. Bon, ça va financer malgré tout, s'ils poussent jusqu'au financement avant d'annuler potentiellement, parce que ça se passe quand même pas super bien. L'avantage, c'est que c'est une extension standalone, vous n'avez pas besoin du jeu d'origine pour le sortir. Vous allez voir aussi qu'il y a une illustration qui laisse penser un petit peu à du Walt Disney, c'est assez logique, puisqu'en fait, les illustrations de Tanya Walker, donc c'est une illustratrice qui provient à l'origine des studios de Disney, donc elle a œuvré sur différentes œuvres de Disney, donc on reconnaît un petit peu la patte, effectivement, sur certains dessins, peut-être pas tous, mais c'est assez intéressant. Sachez également que The Lady and the Tiger, donc Dragon's Flight, c'est pas un seul jeu en fait, c'est un seul set de matériel qui vous propose en fait 3 ou 4 jeux différents si mes souvenirs sont bons. Donc vous avez le matos qui est donc ici, et à partir de là vous avez un jeu solo qui s'appelle Wormlord, vous avez un jeu pour 3 à 5 joueurs qui s'appelle Dragon Races, et vous avez un jeu pour 2 à 7 joueurs qui s'appelle Take It or Leave It, avec donc des sets de règles bien évidemment différents mais partageant le même matériel. Pour les pledges, on avait un 19, 1 à 29 qui vous propose la totalité de l'expérience de The Lady and the Tiger, donc le nouveau plus le premier jeu qui lui-même en comportait déjà 5, non 6 du coup, non 5 et 3, 8, jusque là les calculs ça va à peu près. Ensuite vous avez un pledge à 39 qui ajoute un autre jeu de la gamme qui s'appelle Jabberwocky, qui lui aussi comprenait plusieurs jeux, et puis ensuite à 45 vous avez le All-In, donc avec la totalité de Lady and the Tiger, plus Jabberwocky, et puis des notebooks, des cahiers, je ne sais pas trop à quoi ils servent, pour être tout à fait honnête. Voilà, et le tout même, avec le All-In, ça coûte pas outrageusement cher, pour 16 jeux entre guillemets au total, ça peut être intéressant. Je suis pas particulièrement intéressé par le projet, mais bon, c'est vrai que je suis assez étonné de voir que pour l'instant il se porte quand même assez mal, soyons honnêtes, ça fait un peu triple loot ce piqué atterrissage sur les gencives. Celui-là pour le coup, s'il avait eu un petit peu plus de contributeurs, je l'aurais peut-être placé sans trop de problèmes dans les plats principaux, parce qu'en fait il a l'air d'être plutôt sympa. D'ailleurs je verrai au montage si je ne le déménage pas moi-même. On verra, peut-être que je vais quand même le laisser dans les entrées. Il s'agit de Panda Spin, qui est le premier projet, c'est un premier projet de Moongate Design qui nous vient de Hong Kong. Même si le studio lui-même est hongkongais, l'auteur en revanche, lui est américain. C'est un auteur que vous connaissez peut-être, il s'agit de Carl Chadek, qu'on connaît principalement pour Innovations, mais également pour Glory to Rome. Et donc Panda Spin, c'est pour 2 à 5 joueurs, c'est pour des parties relativement courtes de 25 minutes, et c'est pour 14 ans et plus, même si en réalité c'est plus accessible que ça, pour être tout à fait honnête. On est sur un jeu de pli avec un petit twist assez intéressant. Vous le voyez, les cartes ont 2 valeurs. Ici par exemple on va avoir une valeur de 0 si je vois bien, et en dessous on va avoir une deuxième valeur, et en fait c'est un jeu de pli, on va
chercher à l'emporter en se démunissant de toutes les cartes de notre main. Mais donc pour ce faire, il faut remplir des plis. Ceci étant dit, quand vous perdez des plis, volontairement ou non, vous allez pouvoir retourner une carte pour la rendre plus puissante, et donc vous êtes plus susceptible de remporter les prochains plis. Donc il y a une question de gestion de main assez intéressante. Et puis il y a aussi des cartes qui vont venir modifier un petit peu le cours de la partie. Sachez également que la règle sera disponible en VF, en PDF uniquement, pas en version physique. Mais en plus de ça, donc bon, pour les amateurs de jeux de pli, bien évidemment c'est intéressant, mais au-delà de ça, même pour ceux qui ne sont pas forcément très très fans du genre, il y a quand même quelques petits twists qui semblent rendre le jeu assez intéressant. Moi-même à la base, je suis pas forcément un grand fan de jeux de pli, même si je commence à m'y mettre un petit peu. Il y en a quelques-uns qui ont des vrais petits twists qui le rendent intéressant pour un public plus large que les seuls fans de jeux de pli. On l'a vu récemment avec Cat in the Box par exemple, on l'a vu pas encore dans la sphère francophone malheureusement, mais avec Tidal Blades Banner Festival, dont on a parlé à plusieurs reprises avec Xavier dans le patron l'addition. On a testé aussi récemment Kabuki Tricks, un petit jeu indonésien, Singapour je crois, qui était très sympa également. Et en plus de ça, vous l'avez vu, hein, une direction artistique vraiment charmante dans, comment dirais-je, la culture chinoise du coup, hein, donc auteur non pour le coup, mais studio hongkongais, donc ils reprennent un petit peu leur propre culture pour la mettre en avant, c'est très sympa. Il y aura un petit peu de luxification de contenu avec des éléments en bambou par exemple, au-delà des illustrations qui sont vraiment très cool, et puis la version Kickstarter sera directement un petit peu deluxifiée avec notamment un aspect de foil au dos des cartes, si mes souvenirs sont bons. Voilà, vous avez un petit aperçu ici des éléments de foil, donc de surbrillance. Les cartes sont vraiment très belles, que ce soit au dos ou au recto également. C'est vraiment très joli. Donc ouais, pourquoi pas. C'est un jeu que je pourrais me voir backer, si ce n'est que les frais de port le rendent assez peu intéressant en réalité, parce que vous voyez que le pledge est à 18$ pour le Angry Panda Pledge. Sinon vous avez pour Essen, pour ceux qui voudraient aller le chercher à Essen cette année, parce que oui, la livraison sera très rapide, c'est 10$ également, mais avec free shipping, donc pas de frais de port, ça c'est plutôt très cool. Donc 10$ c'est intéressant, mais du coup, très rapidement, mais si en général pour les entrées j'en parle pas, les frais de port par exemple pour l'Europe ça va faire du 9$, ça passe encore. Pour nous qui sommes au Japon juste à côté, ça coûte 15$, ça coûte quasiment le prix du jeu, donc forcément c'est un petit peu moins intéressant. Mais au demeurant, Panda Spin, je le trouve plutôt sympa, plutôt intéressant sur le papier. J'aimerais bien tester. De là à les backer, on verra bien. Je commence à avoir 4-5 petits jeux de pli qui me plaisent pas mal. Celui-ci pourrait en faire partie. On verra bien. Ça dépendra aussi de quels jeux apparaissent dans la même période. Il y en a 2-3 que j'attends pour septembre notamment. Donc il y a quand même peu de chances que je le back, mais je le surveillerai quand même. 488 environ, 17 jours avant la fin de la campagne, et environ 10 000€ d'engrangés sur un seuil de financement absolument ridicule de 920€. On est évidemment financé. On enchaîne avec un détour du côté de chez GameFound pour Norseman, projet de Skellig Games, que vous ne connaissez peut-être pas parce que c'est leur premier projet je crois en sociofinancement, en financement participatif. En revanche, il s'agit d'un éditeur assez bien installé en Allemagne, qui fait pas mal de localisation notamment, avec lesquels je suis amené à travailler parfois pour l'agence de localisation pour laquelle je travaille, pour l'agence de licence pour laquelle je travaille. Et donc ils lancent leur projet original qui s'appelle donc Norseman sur GameFound. Pour l'instant, la campagne démarre un peu lentement, on est à 200 backers, 17 jours avant la fin de la campagne. Pourtant, Norseman, ça fait partie de ces jeux euro assez intéressants, avec une DA plutôt charmante, avec une thématique certes pas ultra originale, mais quand même. C'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties un poil longues, 120 minutes, avec un contexte historique, bon, vous vous en doutez, ça fait un peu partie de l'univers des Vikings, on va dire, qui vous proposera une expérience de deck building, de gestion de ressources et de placement d'ouvriers, donc pas mal de mécanismes que j'aime bien, tous imbriqués les uns avec les autres. Ça a l'air de ma foi d'être relativement intéressant, au-delà de l'aspect visuel qui est plutôt charmant, même si je suis pas un grand fan, mais c'est quand même plutôt joli. Et c'est pour des parties de 120 minutes, disais-je tout à l'heure, mais en réalité si on check l'info qui est ici, c'est 90 à 150, donc j'imagine que ça dépend un petit peu du nombre de joueurs autour de la table. L'aspect visuel, je le disais, était sympa. Pour ce qui est des cartes et de la boîte, oui, par contre je suis beaucoup moins convaincu par la carte que l'on voit ici, le plateau central. Là par contre je trouve ça vraiment pas super joli. Et puis mettre juste, disposer des cartes sur une sorte de map monde de l'Europe. Du coup c'est pas le monde mais map Europe. Ça n'a pas de sens ce que je dis, mais c'est pas grave, vous aurez compris, c'est l'essentiel. Je trouve ça pas super élégant, même si en termes de game design ça se défend tout à fait, y a pas de souci, mais bon. Je suis un peu moins convaincu par l'aspect visuel du plateau central et des éléments qui se trouvent dessus.
Par contre, pour le reste, ça a l'air d'être relativement clean. Les cartes, je trouve qu'elles sont très jolies en revanche, tout comme la couverture du jeu par exemple. Voilà, ensuite il y a quelques petites exclusivités de contenu durant la campagne de GameFound que vous ne retrouverez pas en boutique si tant est que le jeu atteigne les boutiques françaises ou francophones à terme, parce que pour l'instant on l'a vu un peu plus haut, c'est que en allemand et en anglais pour ce qui est de cette campagne. Le contenu en termes de matos, vous le voyez, un set ici avec les cartes de territoire, le plateau central, le plateau, les 4 plateaux individuels. Ensuite, tout un tas de cartes de leader, de scoring, de cartes d'exploration, des meeples dans tous les sens. Il y a quelques petites upgrades aussi, notamment avec des meeples sérigraphiés plutôt que les meeples de base qu'on a aperçus. Voilà, ici par exemple. On a des pièces de métal éventuellement pour que ça pourrait intéresser. On a aussi des tapis de néoprène pour remplacer les plateaux individuels en carton. On a aussi quelques petits inserts pour ranger les différents éléments de gameplay. Donc, c'est une campagne qui est quand même plutôt bien pensée, même s'il y a beaucoup de add-ons qui pourraient faire partie plutôt de pledge directement bien illustrés. Là, ça semble être directement des add-ons, alors qu'en fait, il y a des niveaux de pledge qui permettent d'obtenir ces différents éléments de luxification aussi. Alors, justement, les pledges, rapidement, si vous voulez uniquement le pledge de base, donc le jeu simple, 45€. Ok, en termes de contenu, ça semble être plutôt clean en termes de prix, hein, l'approche tarifaire semble relativement nette. Ensuite, un petit peu de luxification avec les éléments en bois sérigraphiés, un petit peu de luxifié, 51€, ça fait pas beaucoup de différence. Ensuite, 58€ si vous voulez ajouter, alors c'était quoi déjà, les player mats en néoprène. Du coup, c'est un ajout de deluxification qui est plutôt sympa. Il n'y a pas les meeples, hein, attention, c'est juste le néoprène, mais c'est vrai que ça fait une différence seulement de 13$ pour 4 néoprènes. Ma foi, c'est plutôt correct. Ensuite, Heavy Metal pour avoir les pièces de métal, 60 pièces de métal, 65€. Ça fait beaucoup pour des pièces de métal. Bon. A Place for Everything, donc là, ça les inserts. Les petits inserts qui sont en plus chacun à l'effigie des composants qui vont venir s'y intégrer, j'ai l'impression. 70€, plutôt classe, mais un petit peu cher. Et par contre, si vous voulez le all-in, donc les meeples sérigraphiés, les inserts, les pièces de métal, les néoprènes, le prix au total est plutôt intéressant. Ça fait 105€, ce qui est quand même pas donné, certes, mais si on prend les add-ons un par un, bon, finalement, il y a une petite ristourne assez intéressante au demeurant pour un coût de 105€ au total, qui est quand même, certes, un petit peu onéreux, faut être honnête. Voilà pour ce qui est de Norseman. Je vais pas aller trop loin en termes de gameplay parce que c'est un jeu quand même un petit peu complexe, on va dire initié plus quasi expert, mais ça reste une entrée de cette semaine, donc je passe pas trop de temps dessus. Vous avez compris qu'il y aura de l'exploration, de la gestion de ressources, du placement d'ouvriers ainsi que du deck building. 20 000€ d'engrangés, 200 contributeurs pour l'instant. On enchaîne avec Northwest, un petit projet assez intéressant, assez abstrait, mais assez original, ça fait beaucoup de AC. 244 contributeurs, 26 jours, j'allais dire 26 projets, ça n'a aucun sens, 26 jours avant la fin du projet, et 8423€ d'engrangés. Le projet est donc financé à l'heure où je vous parle, et c'est le second projet de Brick House Games, fondé en 2017 à Portland, donc aux États-Unis, je crois que c'est Oregon si mes souvenirs sont bons. Avant ça, ils avaient produit Masters of Charms qui n'avait pas financé, qui a été annulé. Et donc Northwest, c'est leur premier projet finalement abouti, réussi si je puis dire. Et Northwest, alors c'est un petit peu trompeur parce que quand vous regardez juste la boîte, alors c'est assez clean, assez classe. On vous présente des montagnes un petit peu couvertes d'arbres, de forêts, de verdure de manière générale. Donc on va imaginer un petit peu de promenade dans le grand air, dans le grand ouest américain, etc. Oui et non. Parce que bon, si vous regardez en fait, bon, le gameplay très clairement ça fait jeu abstrait à souhait, puisqu'en fait vous allez voir un plateau central en bois, 4 plateaux individuels en bois également, et masse de cubes dessus, et en fait c'est un jeu de placement de cubes, de tableau building on va dire, c'est-à-dire que vous allez avoir un petit meeple de randonneur on va dire, que vous allez déplacer sur le plateau central, et vous allez en conséquence de vos déplacements d'abord choper un cube que vous allez placer sur votre plateau personnel, mais également en fonction de ce que vous avez fait avec le meeple, eh bien délimiter le mouvement du joueur suivant. Il aura un choix assez restreint de mouvement en fonction de ce que vous lui aurez fait faire comme mouvement au préalable. Donc pas mal d'interactions à ce niveau-là. Et puis cet aspect de tableau building, puisqu'en fait
la thématique, en fait, c'est de faire de la promenade, de la randonnée dans le nord-ouest américain, de prendre des photos, de garder des souvenirs de telle ou telle chose, telle que de la faune, de la flore, etc. Sauf que les différents logos qui figurent sur les cubes vont avoir des manières de scorer différentes l'un de l'autre, et du coup il y aura des patterns à réussir. Par exemple, je ne sais pas, je dis un peu au pif, mais la feuille d'érable que l'on voit ici, pour scorer 5 points, il faudra par exemple en avoir 2 en vertical, par exemple, ce genre de choses là. Donc un aspect assez intéressant de tableau building, on va dire, et de patterns également à respecter. Donc voilà, déplacement de randonneur, choper un cube pour le placer sur son plateau, sur son tableau entre guillemets, et ensuite eh bien, impacter les déplacements des joueurs suivants en fonction des déplacements pour pouvoir ensuite donc scorer en fonction des patterns que vous aurez réussi à bâtir sur votre plateau personnel. Jeu assez intéressant, qui a l'air quand même pas mal abstrait. La thématique n'est pas ultra présente, ne serait-ce que visuellement parlant, si ce n'est les petits logos que l'on peut choper comme des feuilles, des animaux, etc. Mais ceci dit, projet pas dégueulasse, avec un beau matos, même si c'est très abstrait pour le coup. La version Deluxe, c'est la seule d'ailleurs qui est proposée, il n'y a pas de version standard, on va dire, directement c'est Deluxifié. 30$, donc pas trop onéreux en réalité. Et ensuite, Local Pickup, c'est pour les gens qui habitent directement, donc c'est ça, en Oregon à Portland, donc ça ne nous intéresse pas. Pareil pour Seattle, donc en fait le seul pledge a priori qui devrait vous intéresser, ce serait celui-ci, donc une copie de Northwest, 30$. Il faudra juste aller voir les frais de port que j'ai oublié de checker parce qu'il ne s'agit que d'une entrée, et en plus, c'est pas hyper facile à trouver. Si, c'est là, 15$ flat shipping, donc ça voudrait dire que c'est pas livrable. Pas livrable. Ah d'accord, ok. Donc en fait, j'aurais dû le préciser dès le début, désolé. Ça, j'étais passé à côté. États-Unis uniquement, quel que soit le niveau de pledge que vous choisissiez. Donc bon, on va dire que, et j'avais checké il y a quelques mois dans le, comment dirais-je, la démographie de la chaîne, il y a quelques abonnés qui apparemment nous regardent depuis les États-Unis, donc on va dire que les 3-4 Pékins qui résident aux États-Unis et qui regardent le menu crowdfunding, ça ne concerne que vous. Donc on va dire que j'ai pensé spécifiquement à eux parce que je suis ouvert. En fait non, j'ai juste oublié de checker que la campagne était livrable uniquement aux États-Unis. Donc désolé. Projet assez étrange sur GameFound que The Fisherman par Darkena. 82 backers. Bon, ça devrait pouvoir financer parce que le seuil de financement est assez faible, certes. Mais assez étrange, disais-je, parce que, bon, vous le voyez, on est sur un jeu un petit peu sombre en apparence, avec des trucs assez menaçants. Les cartes sont pas forcément hyper family friendly, on va dire que ça fait quand même pas un jeu hyper attirant pour le jeune public, on va dire. Il y a même des requins un petit peu menaçants. Il y aura potentiellement pas des catastrophes, mais des périls à aller affronter pour ne pas couler, pour pouvoir retourner à bon port en sécurité, etc. Et pourtant, on vous indique un jeu à partir de 8 ans. Ça me semble pas super attrayant pour les plus jeunes. Je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez. Mais donc c'est pour 1 à 4 joueurs pour des parties d'environ 1 heure, et on est sur un jeu de pêche. Sauf qu'en fait vous allez partir avec votre bateau au grand large, avec un capitaine, un petit peu d'équipage, un petit peu d'équipement également, tel que des bouées de sauvetage, des fusils, des fusées de signalement en cas de soucis par exemple, et vous allez chercher à pêcher dans différentes zones au large, différents types de poiscailles bien évidemment, plus ou moins amicales. On aura aussi des gros méchants requins bien évidemment, entre autres. Et donc pour le reste, il y aura donc un petit peu, vous l'aurez compris, un petit peu d'exploration, un petit peu de comment pourrais-je le dire d'ailleurs, c'est même pas écrit ici, je l'ai trouvé dans la campagne mais j'ai oublié entre temps. Bref, il y aura un petit peu de gestion de ressources en fonction justement des éléments d'items que vous aurez dans votre bateau, des différentes capacités que vous permettront d'obtenir les membres de l'équipage, etc. Il y a un petit peu de stratégie, mais aussi pas mal de jets de dés, donc il y aura potentiellement un petit peu de hasard par-ci par-là. Faut voir celui qui réussira à choper le plus de poiscailles en revenant à bon port, en gros. Mais je suis pas convaincu par le 8 ans et plus, vu l'aspect visuel, hein, je sais pas en termes de gameplay, mais vu l'aspect visuel du jeu, je suis pas hyper convaincu, et pour l'instant il faut dire que la campagne marche pas ultra bien. Ceci dit, on aura aussi, je le précise, le livret de règles en français, à minima en PDF j'imagine, pour The Fisherman. Ça, ceci dit, c'est si le jeu finance, ça devrait pouvoir se faire, mais bon, ce sera certainement que un PDF, je doute qu'ils impriment en 5 langues avec un tirage aussi faible. 82 backers, 7000 € d'engrangés pour l'instant.
On termine les entrées cette semaine avec un projet japonais, il s'agit de Minecart Town ou en japonais Toroko Town. C'est pour 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus et c'est pour des parties d'environ 30 à 60 minutes, j'imagine que ça dépend grandement du nombre de joueurs autour de la table. Pour l'instant le projet n'est pas encore financé, on est à 110 contributeurs environ, 3700 € d'engrangés sur 4500 nécessaires, il reste environ un mois avant la fin de la campagne, ça devrait donc pouvoir se faire d'ici la fin de cette dernière, et c'est un projet de Jolly Jolly Games qui est un café-jeu qui se situe à Osaka, même si la campagne est elle portée à Tokyo, peut-être parce qu'ils ont une branche à Tokyo aussi, je ne sais pas. C'est leur premier projet sur Kickstarter, mais c'est un éditeur qui en réalité a déjà plusieurs jeux à son actif. D'ailleurs, on peut aller checker rapidement leur site. Alors ils ont des locas aussi je crois, hein. Il y a Carcassonne qu'on voit ici par exemple, mais est-ce que ce sont tous des jeux que eux ont localisés? Je suis moins sûr. Est-ce qu'ils auraient fait Return to the Dark Tower? Ça me semble étrange. Je pense qu'ils vendent un petit peu de tout, mais que c'est pas eux qui ont tout localisé. Mais ils font aussi des localisations, ils font aussi des jeux originaux, on va dire. Mais du coup, c'est un petit peu galère à retrouver sur leur site. Donc, bon, il y a aussi Farshawe, donc de Everdell par exemple. Mais je crois que c'est pas eux qui font la loca pour ça. Quoi qu'il en soit, Jolly Jolly Games donc lance Minecart Town sur Kickstarter. Pour l'instant, ça marche moyen. J'imagine que la principale source des joueurs, c'est Japon. Même pas en réalité. Il n'y a que 4 Japonais qui ont backé le jeu. Il y en a 70 aux États-Unis et il y en a 2 en France. Ok, je pensais qu'on aurait plus un public japonais. En fait, non, ça marche pas du tout au Japon, bizarrement. Peut-être parce qu'ils comptent plus sur la vente directe, évidemment, aussi. Donc c'est pour un 4 joueurs, disais-je. Et vous arrivez avec vos, comment dirais-je, vos pionniers sur un territoire encore un peu inexploré et vous allez chercher à développer la région, développer votre village avec différentes ressources. Vous allez chacun partir avec une tuile de mine pour de la pierre et de forêt pour du bois et à partir de là vous allez développer votre village, votre région, en y ajoutant par exemple des troupeaux, en y ajoutant des bâtiments, en y ajoutant toutes sortes de choses que vous allez ensuite chercher aussi à connecter via des rails de chemin de fer. Ça va être relativement classique, c'est pas particulièrement joli aussi, ça fait très petit jeu japonais, assez peu onéreux, mais bon, pas diablement révolutionnaire non plus. Je suis pas hyper convaincu par ce que ça semble proposer. Est-ce que ça vient vraiment renouveler quoi que ce soit? Encore une fois, pas hyper convaincu, mais bon. Vous avez une présentation en anglais sur la chaîne de Jelly Jelly Café, avec un des anglophones qui défend le projet, qui s'occupe un peu de leur marketing, si mes souvenirs sont bons également. Ça coûte combien d'ailleurs? Ça coûte 45 $, c'est quand même pas donné, hein, vu le matos qu'on voit à l'intérieur, ce qui est quand même pas fou. La direction artistique est pas folle non plus. Je suis pas hyper convaincu. Il y a du PNP, mais même le print and play est à quand même 15 $, c'est quand même très cher pour un print and play, il y a très peu de monde dessus. Mais ouais, le jeu est un petit peu cher je trouve pour ce qu'il semble proposer en termes de composants et compagnie. Voilà pour ce qui est donc de Minecart Town ou Toroko Town en japonais, 110 contributeurs 30 jours avant la fin de la campagne. Et c'était donc la dernière entrée de la semaine, on va maintenant pouvoir passer aux 3 plats principaux. Alors eux en revanche, ils ont fait parler la poudre, sur GameFound qui plus est. Eux, il s'agit de Moon Crab Games. Donc ouais, les crabes lunaires, les jeux des crabes lunaires, avec Leviathan Wilds Second Printing, plus extension intitulée Deep Veil. Alors vous connaissez peut-être Leviathan Wilds, puisque c'est un jeu qu'on avait déjà couvert dans le menu crowdfunding à l'époque, c'était sur Kickstarter. Est-ce qu'ils avaient fait une campagne par la suite sur GameFound également? Je ne crois pas, peut-être qu'il y avait le Pledge Manager, ouais, Pledge Manager ici. Qui avait quand même réuni pas mal de monde, hein. On est à 4300 total, 208 000 $ d'engrangés, on n'est pas encore à 4000 backers, on est à 3500 sur cette campagne, mais en revanche, on a déjà engrangé plus de thunes, vous voyez, hein, puisqu'il y a certainement l'effet seconde impression qui fait que les gens prennent la seconde impression et prennent aussi le nouveau contenu, donc on réunit plus facilement de l'argent. Donc actuellement 314 000, j'ai peut-être pas mis à jour, parce que là on est à 362 000, peut-être que je vais mettre à jour, parce que le nombre de backers a sacrément évolué. On est à près de 4000 backers maintenant. J'avais ouvert la page hier, j'ai pas rafraîchi entre temps, il y a 500 backers qui sont venus rejoindre les 3500 précédents. Et donc 4000 backers pour Leviathan Wilds, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs pour 10 ans et plus. Bon, ça semble être relativement familial, je pense que plutôt familial plus, presque initié, mais apparemment les sets de règles sont assez simples à prendre en main. Et c'est pour des parties de 60 minutes. Sachez également qu'il s'agit d'un jeu en coopératif, avec un mode solo apparemment assez solide. Il est, entre guillemets, principalement, je ne dirais peut-être pas jusqu'à là, mais il est aussi connu pour son solo apparemment.
Jeu d'aventure qui s'inspire, on pourrait le dire, du jeu vidéo Shadow of the Colossus. J'ai mis un TH là où il n'y en a pas, c'est 2 S. Shadow of the Colossus, qui avait déjà inspiré d'autres jeux, y compris des jeux de société, tels que justement Colossus par Youssef Fary. Et donc, vous avez des gros colosses, des gros monstres géants que vous allez essayer de terrasser. On est sur un jeu de boss battler en fait, avec des créatures massives que vous devrez essayer de terrasser. Et bien sûr, vous en doutez, chacune de ces créatures aura un set de règles un petit peu asymétriques, les objectifs seront un petit peu différents, et vous aurez aussi différents personnages pour réussir à compléter cette quête, et on imagine bien évidemment que chacun de ces personnages seront eux aussi légèrement asymétriques. On a aussi pas mal de recommandations de différents médias spécialisés vis-à-vis du jeu qui semblent avoir rencontré son public et avoir convaincu les backers de la première heure, d'où le succès de cette nouvelle campagne. Alors, on continue. Vous avez ici, vous le voyez, le fameux livret à fascicules qui est maintenant quand même très populaire depuis 5-6 ans, je dirais même depuis Gloomhaven en gros. C'est un peu ça qui a lancé cette nouvelle mode du livret à fascicules, c'est très pratique, avec les différents léviathans, les différents monstres, les différents colosses qui s'offrent à vous, avec donc 17 léviathans apparemment dans ce livret. Après, vous allez donc mélanger et construire votre deck en fonction des héros que vous aurez choisis, bien évidemment. Ensuite, vous allez vous déplacer et escalader les léviathans, donc les colosses, pour pouvoir ensuite essayer de les terrasser. Break crystals to win, parce qu'apparemment il y aura aussi des cristaux qui seront disposés de ci, de là sur les corps des léviathans. Il vous faudra donc les briser pour pouvoir, j'imagine, continuer à progresser et ensuite pouvoir porter le coup de grâce, en gros, aux léviathans. Alors, est-ce que c'est un niveau de pledge ça? What's the Founders Edition? Donc on a le livret avec les 17 léviathans de base, les climbers, donc les comment dirais-je, je sais pas comment on pourrait dire, les escaladeurs ça se dit pas, mais bref, les guerriers que vous pourrez utiliser pour faire cette ascension sur le Léviathan, les dés, ensuite les plateaux de joueurs sur lesquels vous allez apposer votre personnage et ainsi de suite, les marqueurs d'attaque, un max de cartes, il y en a quand même 230 au total, et tout un tas de marqueurs en tout genre. Dans l'édition Founders, on aura aussi un pack mutation qui vient ajouter quelques petites choses supplémentaires de gameplay. On aura aussi un set de tokens en bois, un petit peu classe, assez joli, et sérigraphié qui plus est. Ensuite, l'extension Deep Veil, qui fait l'objet de cette campagne, au-delà de la réimpression du jeu de base, ça vient ajouter quoi de beau? Ça vient ajouter 7 nouveaux Léviathans dans un nouveau livret fascicule. Un nouveau Climber également, donc un nouveau guerrier utilisable, en la personne de Edge apparemment, qui aura bien sûr ses propres spécificités. On aura aussi une nouvelle classe, le Harvester. Ok, ensuite on aura du composant Deluxe, éventuellement pour ceux que ça pourrait intéresser, avec petit plateau double épaisseur ici, avec des dés un petit peu marbrés, un petit peu à paillettes on va dire. Bon, les marqueurs d'attaque transparents, bon, ça fait pas un gros ajout. Les tokens en acrylique plutôt qu'en carton, ça par contre c'est un ajout assez sympatoche pour ceux qui apprécient la deluxification. Un petit jeton de métal, un jeton de premier joueur, enfin de joueur actif, sérigraphié avec une tortue, bon pourquoi pas. Voilà, update kit, donc pour ceux qui auraient backé la première heure et qui voudraient une petite update, peut-être quelques petites modifications de règles de ci de là, un jeu un petit peu polishé on va dire, un petit coup de polish sur les règles d'origine j'imagine, pour rendre le jeu encore meilleur. Les pledges sont pas super bien présentés parce que pour le coup on a juste le titre et le prix mais pas le contenu. On verra un petit peu par la suite, ce sera présenté dans les rewards, on verra ici. 65, 110, 50, 95 en fonction de si vous avez déjà backé la première campagne ou non, etc. Mais à chaque fois, de toute façon, une petite ristourne assez intéressante. Même s'il faudra contrebalancer ça avec bien sûr les frais de port. Alors d'abord, le premier pledge il est à 50, c'est le All-in Returning Backers, donc c'est pas un All-in parce qu'il n'y a pas le jeu de base, en réalité c'est l'extension Deep Veil, ainsi que le Update Kit pour ceux qui ont déjà backé la première campagne. Ensuite, vous avez Leviathan Wild Founders Edition, donc ça c'est la seconde impression du jeu de base, mais il n'y a pas l'extension je crois. Ensuite, vous avez le All-in Gameplay à 95, donc jeu de base plus extension, et puis c'est à peu près tout ma foi. Et ensuite vous avez le All-in de la mort qui tue, All-in New Backers, là vous avez la totalité bien sûr du gameplay et également les éléments de deluxification que l'on voit ici, notamment avec le plateau double épaisseur, etc., etc. Le tout pour $110.
Voilà, on va pas prendre beaucoup plus de temps que ça, le reste c'est quand même énormément de vidéos, il y a beaucoup de vidéos, un petit how to play rapidement pour présenter le jeu en plus de détails, mais bon, on va pas passer trop de temps non plus dessus pour l'instant, sachez que vous pouvez aussi le tester d'ailleurs si vous le souhaitez sur TTS éventuellement, et vous avez aussi accès aux règles directement en anglais. Je crois pas qu'on ait de VF disponible, en tout cas pas durant la campagne. Le shipping, on y arrive rapidement. Pour le Canada, 19 jusqu'à 25$ en fonction du place que vous allez choisir. Pour l'Europe, il y a deux zones, donc j'imagine que la France doit être dans la zone 1, Belgique, France, Suisse également dans la zone 1, c'est pas toujours le cas. 18-23 jusqu'à 22-28 de frais de port. Et puis pour nous, on doit être Asia 2, j'imagine, c'est souvent le cas. Non, Asia 1 ce coup-ci, ça change. 20 à 28$, parce que oui, il y a China, donc en fait c'est Asia 2 et China c'est Asia 1 en fait. Donc 20$ pour nous au Japon, jusqu'à 28 potentiellement. Voilà pour ce qui est donc de Leviathan Wilds avec l'extension Deep Veil, en plus de cette seconde impression qui marche très fort, hein, 4000 backers, 12 jours avant la fin de la campagne. J'imagine que le projet devrait pouvoir dépasser allègrement les 5000, peut-être aller titiller les 6000 backers d'ici la fin de la campagne. C'est bien mieux que lors de la première campagne qui avait pourtant fait un beau succès, alors qu'en plus l'éditeur a déménagé entre temps sur GameFound. Ça semblerait vouloir dire, potentiellement, que le jeu de base a vraiment convaincu les backers et qu'ensuite le bouche à l'oreille a fait son travail, a fait son œuvre également. Donc à surveiller avec attention Leviathan Wilds. Juste à checker la FAQ pour In My Language, mais je crois pas, hein. Non, English Only. Ils sont en train de bosser avec différents partenaires de par le monde pour voir s'il y a moyen de faire des VF, des versions italiennes, versions japonaises ou que sais-je encore. Mais pour la campagne, en tout cas, ce sera exclusivement pour de l'anglais. Un peu dommage. Toujours chez GameFound, on va explorer très rapidement la page de Zombie Horde, qui pour l'instant est à 1400 backers environ. 13 jours avant la fin de la campagne, on est à 150 000$ d'engrangés. Et comme vous vous en doutez, avec un titre tel que celui-ci, on est sur un jeu avec des petits chatons tout mignons qui jouent avec des pelotes de laine. Ouais. Bon bah évidemment, vous vous doutez bien qu'avec un titre tel que celui-ci, on va défourailler du zombie en même temps. Hein. Arrêtez de prendre votre mère pour une tasse à café aussi. Donc Zombie Horde, bien évidemment, jeu de zombies, c'est pour 1 à 5 joueurs, c'est bien sûr un jeu coopératif comme souvent quand il y a du zombie en général, un jeu d'exploration, de survie, d'aventure, un petit peu de tower defense également pour couronner le tout, parce que bien sûr on va chercher à construire des bases de plus en plus résistantes pour pouvoir résister justement aux assauts des zombies. À quel point sont-ils agressifs dans ce jeu-là, je ne sais pas. Est-ce qu'ils sont tout mous, hein, façon Walking Dead, ou est-ce qu'ils sont plutôt façon World War Z, très agressifs, très rapides. Allez savoir. Alors c'est pour un 5 joueurs, j'ai déjà dit, 90 minutes la partie. Il y aura une VF également. Je ne sais pas si ce sera directement impression physique ou est-ce que ce sera PDF uniquement, à voir. Alors, il y aura de l'exploration, je l'ai dit tout à l'heure. Vous voyez qu'en termes de contenu, en termes de composants, le jeu présente plutôt pas mal. On a quand même des belles miniatures, on a des éléments de décor avec différents bâtiments qui sont plutôt bien foutus. Ça va coûter assez cher à mon avis, ça je pense que vous pouvez vous en douter assez rapidement. Donc la phase d'exploration, on va arpenter la ville, les différents bâtiments pour faire du loot, etc. Bien sûr, il y aura des combats contre des zombies si jamais on se fait un petit peu choper. Il y aura une phase de colonie dans laquelle on pourra développer la dite colonie en en améliorant pardon, nos défenses, en utilisant les ressources qu'on a chopées pour, j'imagine, faire du craft, pour combiner certaines choses pour que notre base soit encore plus efficace, développer un laboratoire médical, une sorte d'infirmerie pour les blessés, etc. Faire de la communication radio, peut-être avec des personnes extérieures au camp pour les faire venir et encore faire progresser notre camp et ainsi de suite pour tout ça résister le mieux possible au chaos post-apocalyptique zombie. Il y aura bien sûr différents personnages jouables avec bien sûr un petit peu d'asymétrie, vous vous en doutez. Ensuite, on nous présente assez rapidement le pledge, le hard pledge que l'on voit ici, avec une ristourne assez bizarre, 104$. Avant c'était 109, avant c'était 158, qu'est-ce qui se passe? Allez savoir. Quoi qu'il en soit, c'est la core box que vous voyez ici, donc la boîte de base, plus l'extension boss, donc j'imagine que ça vient ajouter quelques boss supplémentaires, ou un boss, je ne sais pas, supplémentaire. Freebies box, donc j'imagine que c'est les stretch goals en gros, qui ont une boîte dédiée.
STL Environment Mega Pack. STL, attention pour ceux qui ne savent pas, alors ça pour potentiellement remplacer les éléments de décor en carton par des impressions 3D, sauf que STL, c'est-à-dire que vous aurez juste les fichiers, et ensuite vous pourrez les imprimer ou les faire imprimer en 3D par quelqu'un d'autre, mais ils ne vous parviendront pas en physique, donc sachez-le. Boss Expansion, c'est gratuit pour tous les backers, et ça vient ajouter ce gros boss là, une sorte de gros bill, le Destroyer. Donc oui, c'est un monstre supplémentaire pour les backers. Ok, pourquoi pas. Prix plus intéressant durant la campagne, le boss que je viens de mentionner en plus en bonus. Ensuite, bon, être une partie prenante du développement du jeu, ça on n'y croit toujours pas forcément. Et puis le stretch pay, comme souvent sur GameFound, qui vous permettra de payer en différents échelonnements, on va dire en différentes périodes, pour amortir un peu plus sur le long terme, on va dire. Même si au final ça revient au même, donc c'est un peu trompeur. Alors, les différents survivants que vous pourrez contrôler, on voit ici les medtechs, on voit ici les fixers, on voit les farmers, on voit les signal corps, etc. Donc un petit peu d'asymétrie sur les différents personnages que vous pourrez incarner. Il y a aussi différents types de zombies aussi, on voit le jumper par exemple, on voit le runner, on voit que c'est un ancien athlète de football américain vraisemblablement, le grunt, le screamer, ils sont de plus en plus dégueulasses à mesure que le temps passe. Comment celui-ci est né, parce que visiblement il y a un corps, il y a trois bras pour le coup, deux jambes, il y a une fusion entre différents corps, visiblement c'est un petit peu dégueulasse. Le Chained, Zombie Horde, c'est carrément des hordes de zombies qui pourront vous poursuivre également, logique dans ce type de jeu là. Small Horde, plus petite, et puis Pyramide, des pyramides de zombies qui pourront vous assaillir également. Bien sûr il y a plein d'armes, plein d'équipements à aller choper, à aller peut-être même looter ou crafter par la suite également, des cartes de morale, des cartes de spawn pour faire apparaître des zombies sur les différents emplacements du jeu, etc. Les éléments de gameplay, enfin de décor, pas de gameplay du coup, de 3D avec les différentes boutiques, etc. Que vous pourrez aller ajouter sur les plateaux pour ajouter un petit peu d'immersion, et puis ils auront leur importance aussi en termes de gameplay. Je pense qu'on pourra y entrer, y pénétrer, choper du loot, etc. S'y réfugier peut-être, pourquoi pas, etc. etc. Je vais pas passer trop de temps sur le reste. Avantage aussi de la campagne, c'est qu'il n'y a finalement qu'un seul niveau de pledge, et ça c'est plutôt cool, puisqu'on a le hard pledge. Par contre, early bird 72 heures, une fois que les 72 heures sont passées, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'autres rewards, ou est-ce qu'il y en a une nouvelle un nouveau niveau de pledge qui apparaît et celui-ci disparaît? Ça me semble un peu étrange de ne laisser que ça, d'autant plus que je me demande si la campagne n'a pas commencé déjà depuis plus de 72 heures. Bon, faudra vérifier. Peut-être parce que j'ai pas encore mis à jour la page non plus. Allez voir. Voilà, le reste vous explique un petit peu plus en détail de quoi il s'agit, mais en gros vous aurez compris de quel type de jeu il s'agira. Donc défense de base, développement de la dite base, loot, craft, défense contre des zombies, etc. Donc relativement classique en termes de proposition. Est-ce que dans l'application le jeu sera vraiment efficace? Difficile à dire, mais sachez que quand même il s'agit aussi d'un éditeur qui a fait son petit bonhomme de chemin, c'est Darkgate Games, j'ai oublié de le mentionner un peu plus tôt, mais avant ça, ils avaient proposé Ancient Blood, également sur GameFound, si mes souvenirs sont bons, qui avait fait une belle campagne avec 2500 backers à l'époque, avec encore une fois du matos à foison, avec beaucoup de kilos plastiques, mais avec une DA assez sombre et soignée. On repart un petit peu sur les mêmes bases pour ce qui est de Zombie Horde, qui marche plutôt pas mal, on est à 1400 backers environ, même si on n'est pas encore au même niveau que leur précédent, donc Ancient Blood, ça devrait pouvoir se faire à terme à mon avis. Le shipping, rapidement, pour l'Union Européenne c'est 28,35, si vous êtes hors Union Européenne c'est 35,44, donc nos amis suisses par exemple, Canada 35,38, et puis pour nous au Japon ce serait du coup Rest of Asia à mon avis 55,76 dollars de frais de port pour ce qui est donc de Zombie Horde. 1365 backers, 13 jours avant la fin de la campagne, 160 000 dollars d'engrangés. Et cette semaine, on termine par Winter Rabbit. Lui aussi, j'ai hésité entre les entrées de la semaine et les plats principaux, et finalement, il a l'air d'être assez intéressant. Il a quand même 500 backers, mine de rien. Et puis, il a une petite spécificité, plusieurs petites spécificités, mais une qui me semble être intéressante à mettre en avant, même si ça fait un petit peu bien pensant, je le concède assez facilement, c'est vrai. Mais Winter Rabbit reprend, pas la mythologie, mais disons le lore, la culture Cherokee, donc les natifs indiens, les natifs américains, j'allais dire indiens, natifs américains, si je
couple les deux mots, ça fait pas un truc super. Donc les natifs américains, autrement dit les Indiens d'Amérique, on va dire, une des tribus en tout cas, avec les Cherokees, pour un jeu semi-coopératif qui reprend un pan de la culture Cherokee de manière assez thématique pour l'inclure dans ce jeu. Et du coup, même si le titre, je suis pas hyper fan, mais bon, le titre est pas super attrayant, je trouve, mais le jeu, quand on se penche un petit peu sur son sujet, a l'air d'être plutôt cool pour le coup. Donc c'est un jeu semi-coopératif pour 2 à 6 joueurs, il n'y a pas de mode solo, excusez-moi, pour 2 à 6 joueurs, pour des parties d'environ 90 minutes, et c'est pour 14 ans et plus. 500 backers pour l'instant, 26 jours avant la fin de la campagne, et près de 30 000 euros d'engrangés. Le projet est donc financé à l'heure où je vous parle. Et donc je vous le disais, c'est un jeu semi-coopératif qui se place dans le monde, la culture Cherokee et leur folklore, et qui a été développé en plus par une équipe principalement composée de personnes issues de la fameuse tribu des Cherokees. Bon, aujourd'hui, bien évidemment, c'est très différent de ce que ça pouvait être il y a encore 130-140 ans, mais quand même, c'est intéressant de le savoir qu'ils sont issus justement du peuple Cherokee. Le plateau central que vous voyez ici, les différents éléments de gameplay, les cartes, etc. Les plateaux individuels que vous pouvez voir en haut également, les différents tokens. Le tout, vous le voyez, hein, ça coûtera 59$ pour le contenu en termes de composants uniquement. Ça semble être plutôt honnête ma foi. Semi-coop parce que en fait le but c'est de préparer votre village. Alors oui, c'est un village d'animaux, mais c'est des animaux qui parlent la langue des Cherokees, hein, à l'époque en tout cas, que c'est la croyance, le folklore Cherokee. Vous allez ensemble devoir développer suffisamment votre village pour qu'il puisse résister à un hiver particulièrement rude, particulièrement froid, donc choper un maximum de ressources, construire un village autosuffisant on va dire, pour résister à cet hiver. Et donc si vous réussissez à justement pousser votre village à l'autosuffisance, à obtenir suffisamment de ressources pour pouvoir résister à l'hiver, et bien à ce moment-là, une personne, celle qui a le plus contribué, le plus efficacement, l'emportera. En revanche, si votre village n'est pas prêt avant l'arrivée de l'hiver, tout le monde va perdre. Donc ça, c'est un versant assez intéressant de ces jeux semi-coopératifs. C'est quelque chose que j'apprécie beaucoup sur le concept en tout cas. J'ai pas énormément de jeux semi-coopératifs, pour être tout à fait honnête, dans ma ludothèque. Et pourtant, c'est un concept que j'aime beaucoup, le fait d'être obligé de collaborer, de coopérer pour pouvoir espérer l'emporter, mais espérer seulement parce qu'au final, il n'y aura qu'une seule personne qui pourra l'emporter, parfois 2, 3 sur 4 ou 5 par exemple, puisqu'on peut l'emporter à plusieurs sur certains jeux, mais j'aime bien le concept, c'est assez intéressant. Petite chose aussi, qui est modérément intéressante pour les backers francophones de manière générale, mais la totalité des jeux sera en anglais et/ou en langue Cherokee. Voilà, c'est marrant. Il y aura d'ailleurs un deck de cartes uniquement en Cherokee, un deck de cartes uniquement en anglais, je crois, quelque chose comme ça. On verra. Ensuite, donc les différents personnages, entre guillemets, les différents animaux que vous pourrez incarner. On voit un opossum, on voit un loup, une otarie, etc. etc. Ensuite, un tas de cartes, pas mal d'anglais ou de Cherokee au choix. Max de tokens dans tous les sens. On va voir ça un peu plus en détail par la suite. Le gameplay. Vous aurez 3 phases. Une phase de matin, une phase de, on va dire, midi, de l'après-midi, et une phase de soirée. Et donc dans chaque phase, bien sûr, différentes actions, y compris du placement d'ouvriers un peu caché, qui est assez intéressant, puisque lors de la matinée, vous allez tirer d'un sac un jeton qui va vous représenter un des personnages autour de la table, ou le lapin qui est un peu un traître en gros, qui n'est incarné par personne en gros, hein. Le lapin en fait il va faire travailler les autres, mais pour bénéficier des fruits, de l'usufruit du travail des autres en fait. C'est un profiteur en gros. Et donc on va tirer le jeton sans savoir de quoi il s'agit, et on va le placer sur un des différents emplacements d'ouvriers, donc pour la collecte de ressources, pour le développement du village, etc. Et une fois qu'un emplacement est complété, on retourne et on voit qui a le plus contribué, sauf que c'est pas forcément vous qui avez joué votre propre personnage, votre propre jeton, pour en tirer les différents bénéfices. Celui qui aura été le plus présent sur la zone récoltera plus de ressources que les autres, participera plus ou moins à la construction, au développement du village, et ainsi de suite. Ensuite, la phase de journée, vous allez chercher à compléter, à améliorer l'efficacité de votre village. Vous allez utiliser des ressources chopées précédemment pour le développer, pour compléter éventuellement des missions. Ensuite, vous allez potentiellement aussi pouvoir utiliser des ressources
pour développer votre village, des ressources qui seront directement ajoutées sur votre fiche de personnage, on va dire. Et puis ensuite, durant la phase de soirée, vous aurez aussi l'opportunité de raconter des histoires. Bon là, il y aura de la lecture de texte apparemment, pour récolter certains points qui pourront bénéficier au village ainsi qu'aux différents joueurs autour de vous, donc pas uniquement à vous-même. Ou alors vous pourrez aussi plutôt choisir de choper des ressources si vous le désirez, et ça ne contribuera pas au village directement, en tout cas pas sur le court terme. Et puis à la fin des 4 saisons, puisqu'il y aura donc 4 saisons, eh bien vous regarderez si les conditions sont remplies pour la survie, la pérennité du village, et auquel cas un seul joueur, celui qui aura le plus contribué, pourra l'emporter. Le livret de règles est disponible ici en anglais, il n'y a malheureusement pas de VF durant la campagne. Les niveaux de pledge, on a ici le pledge de base, 59$, donc pour le jeu Winter Rabbit. Ensuite, si vous ajoutez 7$ de plus, c'est une donation en fait, c'est un pledge mécénat. Vous aurez le jeu et vous contribuerez à hauteur de 7$ à une donation pour un programme de développement des peuplades Cherokee restantes, les réserves aux États-Unis pour développer des bibliothèques, des écoles, ce genre de choses-là. Et puis ensuite, c'est un pledge boutique, on s'en fout un petit peu. En add-on, vous pouvez aussi ajouter leur précédent jeu, donc de Absurd Productions, qui s'appelle Churrascaria, sur les brochettes et la cuisine brésilo-américaine, on va dire. Un peu moins intéressant selon moi, mais bon, quand même. Donc voilà, pour ce qui est de Winter Rabbit, je trouve ça assez intéressant comme projet. Comment ça se fait que toutes les vidéos soient claquées au sol? Peut-être rafraîchir la page, on verra si c'est encore le cas. Juste par curiosité. Ouais, apparemment c'est revenu, ça va. Quoi qu'il en soit. Donc, bon oui, on vous dit aussi que même l'artwork a été réalisé par des personnes issues de la tribu, etc. Avec, comment dirais-je, le partenariat, l'association avec des experts de la tribu des Cherokees, le langage Cherokee utilisé dans le jeu également, etc. Je suis passé un peu trop rapidement, il y avait un deck de cartes uniquement en Cherokee, un deck de cartes uniquement en anglais, je crois, quelque chose comme ça. Donc vraiment, c'est une façon aussi de mettre leur culture en avant, c'est plutôt sympa, ce qu'il en reste en tout cas, malheureusement. Et du coup, pour le frais de port, rapidement, pour nos amis canadiens, Rest of Canada, où est le Canada principal du coup? Parce que là, East Central US, CA, Alberta, ah oui d'accord, donc du coup c'est 17, 21, 25 en fonction des régions où vous allez vivre au Canada. Ensuite, nous on doit être dans le Rest of Asia a priori, 24$, ok. Et ensuite pour l'Union Européenne, France 17, où sont nos amis belges 26, oula 17-26, ça fait une grosse différence. Luxembourg 22, on n'a pas vu la Suisse, non, donc ça doit être 45, donc ça pique un petit peu méchamment. Donc voilà pour ce qui est de Winter Rabbit, je trouve le projet assez intéressant, le gameplay a l'air d'être relativement intéressant, j'aime bien le semi-coop. En plus de ça, l'utilisation d'une thématique assez peu vue et qui met en avant une tribu native américaine sur le déclin, comme quasiment toutes malheureusement là-bas, c'est plutôt intéressant ma foi. 28 000 € d'engrangés, 17 000 nécessaires, donc le projet est financé, 500 contributeurs, 26 jours avant la fin de la campagne, dommage qu'il n'y ait pas de VF ceci dit pour Winter Rabbit. Et voilà ma foi, c'est à peu près tout pour ce nouveau menu crowdfunding, encore une fois relativement court, mais je crois que j'ai parlé un petit peu trop des projets, parce que en fait comme il y avait peu de projets, quand c'est le cas généralement je m'appesantis un petit peu plus que nécessaire sur les 10 projets, parce qu'il y a le temps, et du coup je prends un peu trop de temps, je suis à 55 minutes d'enregistrement, avec le montage on va faire un truc de 50 minutes, fondamentalement j'aurais pu faire plus court quand même, mais bon c'est pas très grave. Quoi qu'il en soit, merci encore de m'avoir suivi pour ce nouveau menu crowdfunding, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur la chaîne des Ludovores, avec Xavier aussi je pense, même si peut-être que vous l'avez vu, Xavier a poursuivi sa campagne de Hoplomachus Victorum, pour un épisode, l'acte 2, si mes souvenirs sont bons. Les vues sont moins au rendez-vous que le premier épisode, ce qui est logique, c'est toujours un petit peu le cas, mais quand même, je lui mets un petit coup un petit coup dans le dos pour pousser un petit peu la vidéo. Allez voir la vidéo de Xavier pour lui faire plaisir quand même, voilà, hein, parce qu'il a quand même une vidéo de quoi, 1h30, 2h je crois, donc il a fallu la faire, la monter, etc. Donc ça lui ferait quand même plaisir d'aller checker un petit peu sa vidéo, mais bien sûr, faites-le uniquement si vous êtes intéressé par le jeu, par la suite de son aventure commencée il y a environ un mois désormais. Entre temps aussi, juste pour le fun, je l'avais vu, mais j'avais pas eu le temps de le prendre au Tokyo Game Market. J'ai commandé un jeu que je viens de recevoir hier pour le fun, juste pour la collection. Honnêtement,
Je sais pas s'il est hideux ou s'il est juste trop original pour moi. Un jeu japonais que j'avais donc raté au Tokyo Game Market, que j'avais aperçu mais que j'ai pas eu le temps de prendre. Je l'ai pris honnêtement plus pour la collection qu'autre chose. J'ai vu des retours très très bons à son propos, donc on va voir, c'est uniquement pour 2 joueurs, mais le nom, la DA, je sais pas du tout ce que j'en pense moi-même, honnêtement. Je pense que en fonction du jour ou même de l'heure, je vais trouver ça soit dégueulasse, soit juste très très original et très très intriguant. Donc vous me direz en commentaire ce que vous pensez de juste la couverture, hein. Je vais pas en parler plus que ça pour l'instant, je l'ai pas testé. Donc de ce que vous pensez de Bricolage Heads. Voilà, dites-moi si vous avez vu une couverture aussi pétée que celle-là jusqu'à présent. Je trouve le truc vraiment très 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 original. Je vais essayer de tester ça assez rapidement avec Xavier, on verra. Il y a des règles en anglais également, ça simplifiera un petit peu le processus. Et puis en autre news, je vais certainement bientôt faire une vidéo, voire peut-être un nouveau format, il faut que j'en discute avec Xavier ou avec mon patron de l'agence aussi, à propos de mon boulot pour l'agence de licence, de localisation de jeux de société. Tiens d'ailleurs encore hier, j'ai fait tester à un éditeur français Ostia, qui est un jeu que j'adore, donc j'espère que ce sera concluant à terme. On continue à négocier pour pas mal de jeux, pour avoir des VF. On aura potentiellement réussi à trouver quelqu'un, ça reste à être confirmé, potentiellement Aqua Garden en VF aussi à venir. Je croise les doigts parce que c'est un jeu que je défends, donc ça me ferait doublement plaisir. Du coup voilà, on se retrouve très prochainement, que ce soit sur une vidéo avec Xavier ou le prochain menu crowdfunding d'autre manière. D'ici là, portez-vous bien, jouez bien, prenez soin de vous et de vos proches, ça reste, quoi qu'on en dise, le plus important. Et à la prochaine.